Troisième partie de notre émission, Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire. Et les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. Le coup d'envoi de la loi Pacte au Sénat, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Les sénateurs s'opposent à certaines privatisations prévues dans le texte. Autre débat tendu dès hier, les seuils d'effectifs. Reportage, explication à suivre. La réforme de la justice et de l'organisation des juridictions. Les textes seront examinés en nouvelle lecture d'ici 15 jours au Sénat. Aujourd'hui, c'est la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui va répondre aux interrogations sur ces projets de loi. On en parle avec le sénateur François-Noël Buffet. La loi anti-casseurs en examen cette nuit à l'Assemblée nationale. Christophe Castaner défend un texte de tolérance zéro contre les violences. Le chef de file des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, juge lui que son texte a été dénaturé. Je vous le disais en titre, le début de l'examen de la loi Pacte au Sénat, un texte qui doit selon le gouvernement transformer l'économie française en libérant les entreprises parmi les points principaux. La simplification des seuils de salariés, la loi fait disparaître le seuil de 20 salariés. Le Sénat veut lui aller encore plus loin. Samia Déchir. C'était l'un des points les plus sensibles de la loi Pacte. La simplification des seuils sociaux a été approuvée et même amplifiée hier par le Sénat. Lorsqu'une entreprise franchit un certain nombre de salariés, elle doit respecter des obligations sociales et fiscales. Il existe aujourd'hui 49 seuils. La loi Pacte propose de n'en conserver que 3, 11, 50 et 250 salariés. Un recul des droits pour la gauche qui a tenté sans succès de faire supprimer cet article. On nous explique, nous allons régler le problème du chômage parce que nous allons flexibiliser, réduire les représentations des salariés. Et bilan des courses, on a du chômage. Assez de tromperie. Aucune étude n'a prouvé qu'il y avait un lien direct avec la réduction des seuils. Mais Bruno Le Maire, lui, en est convaincu. La suppression des seuils peut créer des emplois. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous disiez, Madame la Sénatrice. On ne doit pas vivre auprès des mêmes chefs d'entreprise, auprès des mêmes PME que celles que depuis des années et des années j'ai rencontrées et qui tous, chefs d'entreprise, m'ont dit unanimement « Simplifiez-nous les seuils et nous embaucherons ». Eh bien moi je vous propose de faire ce pari. Un pari relevé par la droite sénatoriale qui veut même aller plus loin en doublant le seuil de 50 à 100 salariés. Ce sont 55 nouvelles obligations sociales et fiscales qui s'appliquent aux entreprises dès lors qu'elles franchissent le seuil de 50 salariés. Le changement de dimension lié à l'adaptation de la structure de l'entreprise peut faire craindre aux dirigeants une perte de contrôle de son entreprise. Voté hier par la majorité sénatoriale, le relèvement du seuil de 50 à 100 salariés n'est pas approuvé par le gouvernement et sera sans doute rejeté par l'Assemblée nationale en cas de commission mixte paritaire. Voilà, et dans l'actualité parlementaire, évidemment, la loi anti-casseurs en examen à l'Assemblée nationale. Saveria. Christophe Castaner défend un texte de tolérance zéro contre les violences. Il a employé cette nuit plusieurs fois le mot de brute. Le chef de file des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, à l'origine de cette loi, juge lui que son texte a été dénaturé. Il s'exprime au micro de Quentin Calmet. Ce texte, je l'avais proposé après les saccages de la ville de Nantes par les zadistes, après aussi les Black Blocs, l'épisode du mois de mai dernier, et on voit qu'il y a une forme nouvelle de violence. Il faut que notre démocratie se protège, il faut protéger la possibilité, le droit constitutionnel de manifester paisiblement. Or aujourd'hui, chaque manifestation dégénère. La question elle est très simple. Est-ce qu'on veut extraire les casseurs? Est-ce qu'on veut neutraliser les casseurs ou pas? Si on ne le fait pas, c'est le droit même de manifester qui sera fragilisé. Et je considère aujourd'hui que la commission des lois a totalement dénaturé, dévitalisé le texte de loi. Autant ne pas en faire que de faire une loi qui ne servira à rien du tout. Voilà, et Bruno Retailleau sera notre invité politique demain dans Territoire d'Info. On passe maintenant justement à la deuxième interview politique de cette émission dans un instant. Bonjour Olivier Jacquin, merci d'être là. Vous êtes socialiste et vous êtes sénateur de Meurthe-et-Moselle. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour Olivier Jacquin, la loi Pacte au cœur des débats. Ce qui fait problème, c'est donc la privatisation de certaines entreprises publiques. Pourquoi vous vous opposez à ces privatisations? Quel est le problème? Il est énorme, c'est notre patrimoine commun qui est en jeu, et pas n'importe lequel, s'agissant d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux. On a affaire à des entreprises
publiques qui sont sur des champs tout à fait particuliers. Le jeu, c'est quelque chose d'addictif. Moi, je préfère que ce soit contrôlé par la sphère publique que laissé à des seules logiques de rentabilité. Aéroport de Paris, c'est un monopole naturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concurrencer Aéroport de Paris, on ne va pas refaire une telle infrastructure juste à côté. Donc si on installe là quelqu'un, sa seule logique après, c'est de faire en sorte d'augmenter les tarifs et de bénéficier d'une rente privée. Et dans l'hémicycle, madame, en ce moment, on sent que les choses s'ouvrent. Privatiser Charles de Gaulle, à droite, ça pose des questions à ceux qui sont pour la souveraineté nationale. Je faisais un jeu de mots. Ce que vous répond le ministre, ce que vous répond Bruno Le Maire, c'est que ces privatisations seront encadrées sur plusieurs années par l'État contrôlé. Voilà, ça ne vous rassure pas ? Mais Bruno Le Maire, hier, alors au niveau sémantique, il ne parle plus de privatisation, il cède des actifs. Dans la start-up nation, c'est la nouvelle expression pour privatisation. Et surtout, il se croit anglo-saxon et avec une vraie capacité de contrôle. Moi, ce qui me gêne beaucoup... Moi, je suis pas Vous n'y croyez pas, ces capacités de contrôle ? Eh ben non, on les voit en permanence qui sont mises en question sur la gestion autoroutière. Comment, alors que l'intérêt général plaide pour faire évoluer ces contrats, mais comme ce sont des contrats, on ne peut plus rien faire, on n'a pas de capacité d'évolution. Et actuellement, on n'a pas le contrat de régulation, on n'a pas le cahier des charges de la privatisation. Et demain, comment ça se passerait si effectivement le contrôle est mis à une immense entreprise comme Vinci, qui aura un monopole sur l'axe Bordeaux-Paris avec les autoroutes, un autre aéroport, le TGV en partenariat public-privé. C'est pas simple pour le fonctionnement de l'économie. Des économistes libéraux le témoignent que c'est pas une situation acceptable de constituer une rente privée. Alors, dans cette loi PAC, vous avez déposé un amendement sur un autre aspect, un amendement pour plafonner d'une certaine façon les très hautes rémunérations. Vous avez en tête, j'imagine, le cas de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan. Oui. De quoi s'agit-il précisément ? Eh bien, là encore, il n'est pas dogmatique. Moi, j'avais déjà posé cet amendement lors du projet de loi de finances. Il ne s'agit pas de dire on interdit les salaires au-dessus d'un certain niveau. Dans une économie mondialisée, ça, c'est du dogme et ça ne marche pas, c'est contourné. Et il y a 1000 manières de contourner ça. Simplement, on dit, dans un écart à déterminer, on le propose cette fois de 1 à 20, entre le plus petit et le plus haut des salaires, bien au-delà, c'est non déductible de l'impôt sur les sociétés. Si vous voulez embaucher quelqu'un qui serait particulièrement talentueux et très cher, comme le président d'Air France, le directeur d'Air France, le PDG actuel d'Air France, libre à vous, simplement, vous ne déduisez pas ça de l'impôt sur les sociétés. Vous comprenez ? Vous laissez faire. Mais vous avez le sentiment que c'est une mesure de justice sociale qui est particulièrement nécessaire en ce moment ? Mais absolument. Vous l'avez très bien dit, c'est ça, c'est une pure question de justice sociale et fiscale. Dans le reste de la loi Pacte, est-ce que vous croyez en cette loi justement pour relancer l'économie, en particulier le développement des PME, parce que c'est un des objectifs de cette loi ? Alors, le texte est Qu'est-ce qu'il y a énorme, de bon dans il y a ce près texte de 200 articles, et bien il y a des très bonnes choses. Ah, vous êtes étonné, hein ? Non, je vous écoute, dis, je suis pas dogmatique, nous vous écoutons. Sur la question du partage de la valeur à l'intérieur d'une entreprise, sur le statut des entreprises. On pose maintenant la possibilité qu'une entreprise ne soit pas là uniquement pour servir des dividendes, mais pour avoir des missions différentes, ou une autre raison sociale, une autre raison d'être que la seule distribution des profits. Ce sont des choses tout à fait intéressantes. Ou encore la place des salariés dans les entreprises. Donc vous voyez, on ne dit pas que le texte est mauvais, qu'il ne faut rien prendre dedans. Il y a des éléments positifs, mais sur le fond, il est très libéral et il postule que la sphère publique doit s'aligner sur le fonctionnement des entreprises privées. Il n'y a pas de vertu dans le modèle privé. Systématiquement, il y a des très bonnes choses dans le modèle public, il y a des choses qui ne vont pas, il faut savoir le faire évoluer. La seule question, c'est l'efficacité de la dépense publique. On vous entend. Je voudrais maintenant qu'on en vienne à un tout autre sujet, le bilan du quinquennat de François Hollande. C'est Olivier Faure, le premier secrétaire actuel, qui a voulu dresser un inventaire du quinquennat, une démarche plutôt sévère qui fait grincer des dents au Sénat. Regardez ce reportage de Quentin Calmet. Légitimiste, frondeur, ces mots semblaient abandonnés au passé. Mais avec son discours sur l'inventaire du quinquennat Hollande, Olivier Faure a rouvert les fractures du PS. Pour les plus fidèles à l'ancien président de la République, le discours de lundi soir était bien trop critique. Moi-même, j'ai été ministre de François Hollande. Et à la différence de mes amis,
Je n'ai jamais craché sur ce que nous avons fait. Qu'il y ait eu des échecs, il faut les assumer. Qu'il y ait des orientations peut-être contestables, il faut les assumer. Mais cracher dans la soupe, ça n'a jamais amélioré les choses. D'autres sénateurs s'étonnent surtout du timing de cet inventaire. Le moment est peut-être pas très opportun, voilà. Après, chacun juge la démarche comment il la ressent. Du côté des anciens frondeurs, on valide clairement la démarche. Elle est utile au PS pour rassembler. Il fallait le faire, c'est courageux, c'est lucide. Il faut à un moment poser les choses sur la table. Je ne crois pas que ça vienne clore quoi que ce soit, je crois plutôt que ça vient ouvrir une période de rassemblement de la gauche. Et on va se réconcilier avec une partie de la gauche, se réconcilier avec une partie de l'électorat. Et c'est le travail d'un parti politique que d'apprécier le travail qui a été conduit par un des siens, le président de la République en l'espèce, François Hollande, donc c'est utile. Un inventaire utile donc pour certains pour rebâtir le Parti socialiste, mais au risque de raviver les tensions en son sein. Olivier Jacquin, ça vous gêne, ça vous met mal à l'aise cette démarche ? Il y a une réalité dans une démocratie, c'est les concitoyens et les électeurs. Il faut reconnaître qu'on n'est plus audible maintenant. Je pense qu'un premier secrétaire, là, il se dit je vais devant des élections européennes importantes et il fait ce constat-là. Alors, il tente le droit d'inventaire, effectivement, ça fait grincer. Moi, je pense que c'est bien préférable l'inventaire plutôt que l'oubli. On parlait tout à l'heure de questions sensibles, on parlait de privatisation des aéroports. On a des abcès à crever au PS, on a privatisé Toulouse, l'aéroport de Toulouse, et ça pose bien des questions, c'était une erreur. On ne va pas dire, alors qu'on est contre la privatisation de l'aéroport de Paris, que la privatisation de Toulouse, qui est un autre objet, était une bonne chose. Pour terminer, Olivier Jacquin, j'aimerais vous entendre sur le grand débat. Vous faites partie des élus qui sont allés fréquemment sur les ronds-points, parler, échanger avec les gilets jaunes. Quand vous leur dites « je suis socialiste », on vous répond « on ne veut plus vous écouter ». Ben oui, c'est comme ça. J'y suis allé un certain nombre de fois, j'y retourne encore samedi, là j'ai un rendez-vous. Et je crois que c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a bien des excès dans ce mouvement, et je ne discute pas avec ceux qui veulent renverser la République. Mais cette femme qui travaille dans l'aide à domicile, qui ne peut pas gagner plus que 800 € par mois en faisant 45 heures, puisqu'il y a ces temps de déplacement, quand on lui inflige une augmentation du prix du carburant, c'est insupportable. Et il faut l'entendre, ça. Je constate qu'ici, à Paris, il y a bien des gens qui ne connaissent pas de ces Français qui gagnent si peu d'argent. Et aller à leur rencontre, c'est important. Et effectivement, quand une fois je me suis fait bousculer, hein, mais quand je dis bousculer, c'était limite, en disant que j'étais socialiste, quand ils ont appris qu'en plus j'étais sénateur, alors là pour eux c'était la catastrophe. Olivier Jacquin, nous sommes partenaires du Républicain Lorrain. Vous avez souhaité un territoire de la Lorraine Nord pour parler au fond d'une seule voix. Vous avez prôné un pôle métropolitain, là où vivent de nombreux travailleurs frontaliers, et dans ce pays qu'on appelle le PIO d'ailleurs, comme on l'appelle, parce que vous dites que ça permettrait aussi de trouver des investissements luxembourgeois. Vous êtes toujours là-dessus ? Alors ça, c'est une question extrêmement complexe de la chance qu'a le nord de la Meurthe-et-Moselle et de la Lorraine d'être frontalier du Luxembourg. Le Luxembourg qui est devenu un pôle de richesse absolument considérable. Donc on a cette chance-là, sauf que ça crée des situations terribles au niveau du dumping fiscal et social que cela procure. Et ce qu'on essaie de faire là, c'est de faire en sorte que le territoire frontalier s'organise pour parler d'une seule voix. Et bénéficie de fonds luxembourgeois donc. Alors, effectivement, la question se pose comme ça, de créer un fonds dit de co-développement dans lequel il y ait de justes compensations de part et d'autre. On est en train d'investir sur une autoroute qui permet aux travailleurs frontaliers d'aller là-bas sans véritablement de co-investissement luxembourgeois. Merci. Avec la Suisse, avec l'Allemagne, aux autres frontières, il y a ces relations bilatérales et de compensation. Merci Olivier. Merci beaucoup Olivier Jacquin. On en vient maintenant à la campagne des Européennes avec la droite. Laurent Wauquiez qui a choisi sa tête de liste, François-Xavier Bellamy, un élu versaillais, philosophe, qui est loin de faire l'unanimité au sein même des Républicains. C'est Sixou. C'est bien François Bellamy qui conduira la liste des LR aux européennes. Ce matin, en réunion de groupe, les sénateurs le confirment. Mais il ne sera pas seul. Les Républicains lui associent Agnès Evran et Arnaud Danjean. Le choix d'un trio, un compromis pour calmer les différentes sensibilités au sein du parti.
C'est un trio de jeunes candidats, qui incarnent l'ensemble des sensibilités des Républicains, et je crois que de ce point de vue, le choix est bon. Voilà, le débat a eu lieu, c'est bien, chacun a pu dire ce qu'il en pensait. À partir de là, il y a une décision collective à respecter et en route pour la campagne. Exit donc l'idée de placer Laurent Wauquiez tête de liste, comme le proposait le sénateur LR de Paris Pierre Charon, ce qui au Sénat en déçoit certains. Bien sûr que Laurent Wauquiez serait une bonne idée, mais je pense qu'une fois qu'on a dit ça, comme il a déjà dit c'est non, non et non, bah c'est non. Et M. Bellamy, c'est une bonne personne pour le rassemblement ? Nous n'aurons pas de réponse car certains sénateurs attendent tout de même du nouveau chef de file qui soit clair sur ses positions anti-IVG. Je crois qu'il faudra qu'il clarifie très très vite les choses. À titre personnel, je suis tout à fait hostile à ce type de déclaration, naturellement. Je crois qu'il faut qu'il le redise clairement. Et puis quand on n'a pas, qu'on passe dans cette campagne. D'autres apprécient justement un homme jeune qui assume ses convictions. Il est brillant, il a des convictions. Il les défend et il n'a pas peur de les défendre, il les affiche. Je pense que ça correspond à ce que souhaite une partie de la population. Séduire la droite conservatrice peut être une manière pour Laurent Wauquiez de reconsolider l'électorat DLR après la débâcle présidentielle. Voilà, l'actualité parlementaire se poursuit dans cette partie de l'émission. Un deuxième face-à-face dans un instant. Sénateur, évidemment, bonjour. François-Noël Buffet, vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône. Merci d'être sur ce plateau ce matin. François-Noël Buffet, bonjour. On vient de vous voir dans ce sujet. François-Xavier Bellamy, en un mot, c'est la bonne personne pour incarner la droite aux européennes ? Je crois que c'est un trio maintenant qui a été constitué et ce trio doit faire campagne sur les valeurs qui ont été déterminées au Congrès de Menton. C'est la bonne personne, François-Xavier Bellamy ? Comme dit le président Ça aurait été votre choix ? il ne coche pas toutes les cases. Voilà. Si ça avait été la bonne personne absolue, il n'y aurait peut-être pas eu besoin de constituer un trio. Bon, là, en les circonstances, ça marque le rassemblement. Donc il faut avancer maintenant. Nous sommes ici pour parler justice. La commission des lois du Sénat organise aujourd'hui une grande table ronde sur la réforme de la justice. Nicole Belloubet sera auditionnée tout à l'heure à 18h. Dans quel état d'esprit vous abordez-vous cette nouvelle lecture du projet de loi de réforme de la justice ? La commission mixte paritaire a échoué parce que le gouvernement n'a pas voulu entendre parler de ce qu'avait fait le Sénat pendant le débat. Les circonstances ont évolué, la situation sociale, on la connaît aujourd'hui, la contestation est forte sur le plan social, je ne reparle pas des gilets jaunes. Donc pensez que le gouvernement est plus ouvert ? Mais ce dont on ne parle pas, c'est que les professions judiciaires sont en contestation forte à l'égard de ce texte. Les avocats, les magistrats, mais également l'administration judiciaire, peut-être la pénitentiaire demain, sont très hostiles à ce texte et se sont retrouvés, ce qui est une chose rare. Or, on n'en parle pas. Quelles sont les dispositions, précisément, qui posent problème aux sénateurs ? Il y a essentiellement des sujets de droit pénal, en particulier d'équilibre des forces entre le procureur de la République et les droits de la défense, pour faire très simple. Il y a un problème d'accessibilité à la justice, évidemment, avec la numérisation qu'il faut faire, mais qu'il faut quand même conditionner. Et puis, il y a tout le risque de la modification de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom, avec le regroupement des tribunaux et la spécialisation des tribunaux. Alors, l'un des points qui suscite justement de l'inquiétude, c'est l'organisation territoriale de la justice, vous en parlez, c'est-à-dire, en fait, le projet de loi fusionne les tribunaux d'instance avec les tribunaux de grande instance, mais est-ce que ce n'est pas justement une bonne chose que les justiciables aient une porte d'entrée unique à la justice ? C'est ça l'état d'esprit de cette loi. Bien sûr, mais nous sommes d'accord avec la fusion tribunal d'instance, tribunal de grande instance. La question porte sur la spécialisation de certains contentieux dans certains tribunaux. Et cette spécialisation de certains contentieux peut faire qu'à un moment, le tribunal qui avait à connaître dans le département de ce contentieux-là finisse par disparaître, faute de dossier, faute d'activité. On sait que c'est l'ensemble qui nourrit la juridiction. On voit la photo de la garde des Sceaux de Nicole Belloubet. Quelle est la teneur de vos échanges avec le gouvernement sur ces questions ? Est-ce que vous pensez pouvoir trouver un compromis sur ce texte ? Nous espérons que dans ce contexte, on aura enfin l'écoute du gouvernement. Je crois qu'il faut qu'il entende aussi les contestations, je le disais, des avocats, des magistrats et du monde judiciaire. Le Sénat est là pour écouter, pour proposer, continuer d'essayer d'avancer, peut-être d'avoir quelques avancées supplémentaires. Lesquelles ? Parce que vous les sentez ouverts justement à ces avancées ? Je vous disais, il y a l'affaire de la représentation territoriale et la présence des juridictions dans nos territoires.
mais aussi la présence de l'avocat au moment des perquisitions dans l'enquête préliminaire, et également en matière de numérisation, quelques garanties à apporter aux justiciables. Donc il y a au moins 3-4 points sur lesquels nous pourrions avancer. Par ailleurs, tout n'est pas mauvais dans ce texte. Je rappelle qu'il prévoit une hausse de 24% du budget de la justice sur le quinquennat, et puis bien sûr 7000 places, la construction de 7000 places de prison supplémentaires. Tout ça, ce sont des bonnes choses, ce sont des avancées. Nous considérons que sur le principe, ce sont des bonnes choses, mais en revanche, sur le fond, c'est insuffisant. Nous avions, nous, prévu budgétairement une augmentation beaucoup plus importante. Vous vous rendez compte, et sur les prisons, dans le contexte actuel, un quart du budget j'entends bien, supplémentaire sur le quinquennat, c'est énorme. Dans les prisons, par exemple, la construction de 7000 places reste insuffisant si on veut arriver à l'encellulement individuel. Il en faudrait combien? Il était prévu 12 000 places, il les faudrait, impérativement. Elles n'arriveront pas si elles arrivent avant 2025 ou 2026, vous vous rendez compte? La situation carcérale aujourd'hui est une situation dramatique, on ne le dit pas suffisamment. Vous allez en parler ce soir, bien sûr, avec Nicole Belloubet. Merci François-Noël Buffet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci François-Noël Buffet, les Républicains du Rhône, sénateur. On passe à l'agenda justement de ce qui se passe au Sénat, Saveria. À 10h ce matin, une table ronde importante, une table ronde sur la sécurité des ponts dans la foulée du drame de Gênes l'été dernier. En Italie, le Sénat avait créé une mission d'information sur la sécurité des ponts pour savoir si les collectivités territoriales ont les moyens techniques et budgétaires d'entretenir ces infrastructures. Le Sénat lance aujourd'hui une grande consultation avec les élus locaux. À 14h30, nous venons d'en parler, une audition sous forme de table ronde des représentants des avocats et des magistrats sur la réforme de la justice. Et puis à 18h, donc l'audition de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sur la nouvelle lecture du projet de loi de réforme pour la justice et du projet de loi organique de l'organisation des juridictions. Et puis bien sûr, encore et toujours depuis hier, dès 14h30 en séance, la loi PAC, le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, avec bien sûr cette question de la privatisation d'Aéroports de Paris. Eh bien, il y en a des sujets. Merci Saveria. On va passer tout de suite à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale notamment, dans un instant. Voilà, la loi anti-casseurs à la une de la Dépêche du Midi ce matin, Saveria. Voilà, la loi anti-casseurs examinée cette nuit à l'Assemblée nationale. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, défend un texte de tolérance zéro contre les violences. Il a employé plusieurs fois le mot de brute. La gauche, elle dénonce un texte liberticide. Christophe Castaner assure, cette loi anti-casseurs n'est pas un texte de circonstance, c'est une loi de bon sens. Il s'agit de donner les moyens aux autorités administratives de permettre aux Français de manifester sans pour autant subir les brutes. Ce sont les mots du ministre Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains, estime lui que sa loi a été dénaturée. Parents d'élèves, syndicats se sont mobilisés. C'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace. 4 ou 5 jours d'école. La question qui agite les Strasbourgeois en ce moment, enseignants et parents mettent la pression sur les rythmes scolaires. En ligne de mire, les conclusions de la concertation initiée par le maire de Strasbourg qui propose de maintenir la semaine de 4 jours et demi. Enseignants, parents d'élèves, syndicats se sont mobilisés hier contre le projet. Tous demandent que les conseils d'école puissent s'exprimer sur le retour à la semaine de 4 jours, avec notamment, bien sûr, la suppression des cours le mercredi matin. Voilà, c'est Dominique Young qui dirige la rédaction des dernières nouvelles d'Alsace. À la une de la Voix du Nord, ce sont les ravages du tabagisme dont on parle ce matin. La région est mauvaise élève en matière de tabagisme. Il y a 30% de fumeurs dans les Hauts-de-France. C'est la deuxième région où on fume le plus en France, avec 1 300 000 fumeurs, alors qu'on a enregistré sur le territoire 1 million de fumeurs quotidiens en moins sur un an. On continue à fumer beaucoup dans le Nord, plus que dans le reste du pays, une situation à l'impact sanitaire préoccupant. 20% des cancers sont dus au tabac. 6 500 personnes pourraient y échapper dans la région chaque année. L'égalité femmes-hommes est à la une de Ouest France ce matin, le journal dirigé par François-Xavier Lefranc. Une égalité à petits pas. Danielle Bousquet a quitté le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'elle a présidé pendant 6 ans. L'ancienne députée socialiste admet que les lignes ont bougé, mais il reste du chemin à parcourir. Elle déplore surtout le manque de moyens financiers. Son plus grand regret, que dans la loi sur les violences sexuelles et sexistes de 2018 ne figure pas l'âge de non-consentement à un rapport sexuel. C'est une mesure qui avait été retoquée par le Conseil d'État. Merci Saveria. On vous retrouve évidemment demain à la même heure pour l'actualité parlementaire. Dans un instant, c'est la météo des territoires. C'est la neige dans une dizaine de départements, vous le savez déjà depuis ce matin. Et puis le temps qu'il fait également dans les
départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Une particularité de cette météo des territoires. Puis ensuite, on retrouvera le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos, nos confrères. Et nous, on se retrouve après. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Cette loi n'est en aucun cas une loi contre les Gilets jaunes. Elle est au contraire une loi qui doit préserver cette liberté-là de manifester. Il est complexe et confus. On est quelque part toujours dans ce « en même temps ». Et là, en même temps, généralement, ça confine à l'immobilisme. Parce que je parle bien de brutes, monsieur le député, non pas de casseurs, de brutes, qui considèrent que l'objectif, samedi après samedi, est de briser des vies. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de manifester en France, elle est au-dessus de la Constitution. Pas touche à ça. Et cette loi, elle porte atteinte à cela. Nous pensons que les Gilets jaunes sont une protestation violente. Donc les vous pensez que ça ne peut pour pas les vous personnes arriver? qui travaillent. Ça ne peut pas vous arriver. Nous sommes un pays libre, et c'est bien. Et bien sûr, chez nous, il y a également des manifestations. Ce n'est pas mauvais pour une culture politique, mais il faut toujours qu'elle soit pacifique et ne jamais pas violente. Vous considérez les djihadistes comme français, mais nous, les Républicains, demandons depuis des années la déchéance de leur nationalité. Pourquoi comptez-vous faire revenir ces individus et à quel prix ? La sécurité, c'est la première des libertés, le pilier de la cohésion de notre société. S'il y a des Français sur place et s'ils doivent être expulsés, on sait où ils sont, on sait de qui il s'agit. Et s'ils posaient le pied en France, ils seraient immédiatement arrêtés et ils seront jugés. Monsieur Castaner, il a une responsabilité importante. Faire revenir autant de djihadistes, se faire revenir autant de potentialités d'attentats possibles sur notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. Il vaut mieux, je crois, les remettre à la justice irakienne, à la justice syrienne. On est là devant des... À la justice de Bachar al-Assad, donc. Oui, à la justice de Bachar al-Assad. Parce que, vous voyez, je défends la souveraineté des États, la souveraineté nationale, et je défends aussi la souveraineté en matière de justice. Et je considère, si vous voulez, et encore une fois, je pense qu'il y a cette inquiétude chez beaucoup de Français. C'est-à-dire qu'on va faire revenir aujourd'hui des individus qui sont de véritables bombes humaines. Il y a une procédure qui existe, que d'ailleurs, à l'époque, le procureur Molins a mis en place. Ils sont systématiquement gardés à vue à leur arrivée. Le juge des libertés se prononce. La plupart sont incarcérés. Il y a une procédure aujourd'hui qui est rodée. Méfions-nous des raccourcis. Nous sommes un pays qui est un État de droit. Voilà, demain, la matinale se met à l'heure des grands débats nationaux. Nous serons en duplex et en direct partout en France, dans le Nord, dans les Vosges, en Occitanie, en Bretagne et même dans les dom-tom, les anciens dom-tom, on les appelle les départements français maintenant d'Amérique. C'est le cas de la Martinique qui sera également en duplex avec nous, une matinale donc spéciale qui s'est mise à l'heure de ces grands débats nationaux et nous retrouverons régulièrement ces rendez-vous dans la matinale. Et l'invité politique demain, c'est Bruno Retailleau, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, qui est le président du groupe LR au Sénat. Il sera sur ce plateau. Merci de votre fidélité. Bonne journée à tous et à demain. Merci.